Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit update lecture. J'ai 10 livres à vous présenter, 7 papiers, 3 e-books plus un livre que j'ai revendu donc que je n'ai plus. On commence tout de suite. En tout premier, donc, je vais vous parler de ces livres donc, que je n'ai pas physiquement. Il faut savoir que la plupart des livres que je vais vous présenter, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment les vlogs féministes et le vlog romantécie pour cette update vont regrouper pas mal de lectures. Donc si vous ne les avez pas vues et que ça vous intéresse, n'hésitez pas peut-être avant cette vidéo pour avoir mon avis au cours de ma lecture. Mais sinon, si vous n'aimez pas particulièrement les vlogs, je vais reprendre du coup ces lectures pour en parler et pour aussi prendre du recul parce que du coup certains, ça fait un petit moment que je les ai lus. En tout premier, donc, je vais vous parler de ces fameux livres que je n'ai pas physiquement et j'avais envie de commencer par Rebel University. C'est une romance à l'université, comme le dit le titre, donc sur un campus américain dans lequel on va avoir notre protagoniste féminine qui est engagée dans toutes les questions autour du body positive, notamment parce qu'elle-même s'est fait harceler pour ses rondeurs au lycée. Et elle va faire la rencontre d'un étudiant par une circonstance qui est assez drôle parce que l'étudiant est complètement dénudé au moment où ils rentrent en collision les deux. Et parce que lui est dénudé et parce qu'elle fait quelque chose d'interdit sur le campus, ils vont être convoqués dans le bureau du directeur et ils vont être obligés de faire quelque chose ensemble, donc une sorte de proximité forcée, je crois que c'est une trope en romance d'ailleurs. Et voilà, et la romance va s'installer petit à petit, elle est quand même assez rapide, notamment au niveau du protagoniste masculin qui va tomber très très vite amoureux ou en tout cas être très très vite attiré par notre protagoniste féminine, ce qui n'est pas forcément réciproque, notamment parce qu'elle, vis-à-vis de son histoire, a du mal à s'engager. Ce livre, j'ai particulièrement aimé les thématiques qu'il abordait. Donc le fait qu'on ait du body positif, le fait qu'on ait un personnage masculin qui assume devant elle, être attiré par elle et qui se voile pas la face, parce que souvent en romance on a nos deux personnages qui se voilent la face, ou alors s'il y en a un qui se voile pas la face, souvent c'est le protagoniste féminin. Donc là c'était plutôt bien. Par contre, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec la construction de l'histoire, notamment il y avait des longueurs qui me plaisaient pas forcément. J'ai été vraiment catastrophiée par certains passages, notamment le protagoniste masculin prenne des décisions pour la jeune femme sans qu'elle soit d'accord et elle lui dit clairement qu'elle n'est pas d'accord, notamment vis-à-vis d'envoyer un SMS à quelqu'un. Et ça, je trouve que ça se fait juste pas, c'est limite malsain. Donc j'étais un peu catastrophiée vis-à-vis de ça, j'étais catastrophiée vis-à-vis du fait que à toute fin, donc je vais pas vous spoiler, je vais essayer de rester très vague, mais on a quand même notre protagoniste masculin qui va se permettre de dire des choses à notre protagoniste féminine, alors que c'est elle qui est en souffrance, mais il va tout prendre pour lui et il va lui faire vivre un quart d'heure horrible en lui disant ces 4 vérités, alors que la jeune fille n'a rien demandé, que je le répète, c'est elle la victime dans l'histoire, et que après cette jeune femme va lui pardonner, mais comme ça, vraiment, et va même l'aider à faire quelque chose, alors que dans toute l'histoire, c'est lui qui est vraiment le persécuteur en fait. Donc ça m'a un petit peu choquée et je pense que c'est quelque chose que je dis souvent, notamment j'avais remarqué dans The Bucket List que les deux protagonistes se disaient des trucs atroces et qu'ils se disaient « Oh je m'excuse » et c'est bon, après ça passait. Autant dans The Bucket List, les deux se disent des trucs atroces, alors que là, vraiment, c'est le protagoniste masculin qui le fait et il n'y a pas de réciprocité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve ça vraiment encore plus malsain et limite toxique. Mais après c'est mon point de vue de personne ultra sensible qui ne supporte pas qu'on lui crache des trucs à la figure. Je pense que personne ne supporte, mais ce que je veux dire c'est que moi c'est vraiment quelque chose qui ne passe pas. Ça m'a vraiment choquée et ça me choque de plus en plus en romance que des protagonistes se permettent de vraiment se dire des choses atroces. Mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde parce que c'est pas quelque chose que j'ai relevé, notamment que les personnes disent des livres, donc peut-être que j'ai une sensibilité plus forte pour ça dans les livres, mais en tout cas pour moi Rebel University ne l'a pas fait. Le deuxième tome dont je vais vous parler, c'est un service presse, c'est mon absolu que j'ai demandé à la maison d'édition Seablog. Donc ensuite deux protagonistes, Nino et Kei, qui sont meilleurs amis depuis l'enfance et qui vont évoluer, on va les voir grandir. Au tout début on les voit se rencontrer, puis on voit un peu plus l'évolution de leur amitié. Et on a Nino qui est amoureux de Kei depuis très longtemps. Il n'ose pas trop lui avouer, notamment parce que c'est pas facile parce que c'est son meilleur ami, il a peur que les choses changent. Et les choses vont évoluer petit à petit, il va y avoir une romance, mais il y a aussi ce monde du coup apocalyptique avec un virus, une guerre qui se prépare, etc.
Et notamment au niveau du world building, il n'est pas incroyablement bien décrit. Mais par contre, il y a des choses, on voit des clans différents, on voit des organisations politiques différentes. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé aussi nos deux personnages, que ce soit Nino ou Kay. J'ai trouvé qu'ils avaient été fouillés, ils avaient été travaillés et surtout, ils étaient très différents dans leur manière de voir les choses, dans leur manière de voir la vie. Et malgré tout, leur amitié coexistait, cohabitait, était bien faite. Et j'aime de plus en plus les friend to lover ou best friend to lover. Beaucoup plus finalement que les ennemis to lover. Je pense que j'en ai un peu marre des gens qui se tapent dessus et qui finalement tombent amoureux. Je trouve que c'est encore plus beau deux personnes qui sont amies et l'amitié évolue vers quelque chose de plus. Et c'est ce qu'on avait dans Mon Absolu. C'est fait de manière à ce qu'il y ait des paliers. C'est pas un slow burn où il se passe rien et tout à coup tout va se passer, tout se délie et tout va bien dans leur vie. C'est pas ça. Et ce qui est encore plus beau de le souligner, c'est pas parce qu'il se passe des trucs assez rapidement que finalement ça va être stable tout du long. Il va se passer des événements, des hauts, des bas, etc. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Mon Absolu. C'est que c'était crédible. On voyait l'évolution et on y croyait. Et ça, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé le monde de SF qui était suffisamment bien développé, mais quand même la romance était devant. Donc c'est un peu une romantécie science-fiction. Je sais pas comment on dit, une romance de science-fiction. Et vraiment trop bien, c'est passé pas loin du coup de cœur. Alors le seul bémol qui a fait que ce ne sera pas un coup de cœur, et je peux pas le valider comme un coup de cœur, c'est parce que j'ai trouvé que les femmes dans ce livre n'étaient pas forcément bien décrites. Notamment, on a l'impression dans leur traitement qu'on est retourné au siècle dernier. Nino, qui se sait depuis jeune qu'il est homosexuel, qu'il aime que les hommes, va avoir des propos envers les femmes qui sont totalement scandaleux. Peut-être dans le feu de l'action, il dit des choses, notamment au moment où il est jaloux, etc., de certaines relations que Kay peut avoir, mais quand même, moi ça m'a choquée, d'une part, et d'autre part, dans la représentation des femmes dans ce livre, le fait que on est censé être du coup après le 21e siècle, donc après notre monde, et on a quand même des femmes qui vont s'occuper de rester à la maison pour faire le repas, etc. Aucune qui est guerrière, aucune qui est dans la pseudo-armée du clan. Je crois qu'on parle d'une ou deux qui savent se battre, qui sont là, etc. Mais c'est vraiment très ponctuel. Et je trouve ça vraiment dommage, dans un monde qui est censé être après les nôtres, d'avoir une vision de la femme qui est rétrograde. Donc c'est quelque chose qui en science-fiction je trouve ne pardonne pas trop, donc voilà pourquoi c'est pas un coup de cœur malheureusement. Le livre suivant, j'ai enchaîné après avoir lu, et vous avez vu dans mon dernier update My Missing Piece, le tome 1, j'ai enchaîné avec le tome 2. C'était un tome 2 qui était dans la continuité du tome 1. Alors j'étais un peu déçue, j'étais même beaucoup déçue dans le sens où je m'attendais à ce que ce soit une continuité qui équivaut le 1. En fait, c'est plus un tome pour finir la romance plus que pour la voir évoluer. C'est comme si c'était un hyper long épilogue où on voyait, après tout ce qui s'est passé de dramatique dans le tome 1, nos protagonistes guérir leurs blessures dans le tome 2, se reconstruire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup voir en romance la plupart du temps. Mais là, je trouvais que c'était d'une part très long, il y avait des moments de longueur. D'autre part, le Liam qui fait des allers-retours entre je t'aime plus, j'ai besoin de temps, etc. Au bout d'un moment, c'était un petit peu trop. Cette reconstruction, j'ai trouvé qu'on l'avait beaucoup vue dans le tome 1. Certes, il se passe un élément dramatique à la fin du tome 1 et qui a besoin d'une reconstruction, mais t'as déjà vu comment les personnages se reconstruisaient la première fois et il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Et là, rien qu'en y pensant au tome 2, je vois pas d'événement crucial. Donc voilà, je suis un peu passée à côté de cette lecture. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Si vous voulez mon avis sur le tome 1, que j'ai quand même pas mal apprécié, n'hésitez pas à voir l'update juste avant. Et notamment pour la description un petit peu du livre que je vous ai pas du tout fait. Dans le tome 1, on va suivre Liam et Luna, qui sont meilleures amies depuis l'enfance, qui vont plus ou moins se mettre ensemble. Il va y avoir plusieurs drames qui vont se passer la même nuit, on l'apprend dès le début, je vous spoil rien, qui vont faire que ça va les séparer et ils vont se retrouver plusieurs années plus tard à travailler dans le même établissement. Il se trouve que petit à petit quand même ils vont revenir l'un vers l'autre parce que c'est inévitable. On va passer au livre suivant. J'ai lu ce mois-ci Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Je pense que vous l'avez vu passer un peu partout. C'était un livre qui me donnait beaucoup envie parce que justement je l'ai vu passer partout et que à chaque fois je vois un livre passer partout et que la description me donne envie, j'ai envie de me faire mon propre avis, donc forcément je plonge dedans. Donc dans ce livre on va suivre Oraya qui est la fille du roi vampire de ce monde
et qui, elle, pour le coup, est humaine et qui a toujours dû se défendre beaucoup plus que les autres. Elle a vécu dans la peur parce qu'elle a vécu dans un endroit où il y avait beaucoup de vampires qui pouvaient s'attaquer à elle à n'importe quel moment. Notre Oraya, elle, va vouloir participer à une sorte d'épreuve, enfin de plusieurs épreuves, un concours. Si tu gagnes, tu obtiens un vœu de la part de la déesse. Et tu peux faire ce que tu veux, et notamment, elle aurait pu demander à être puissante, elle aurait pu demander plein de choses pour se faire respecter en fait, et que pour plus que personne l'attaque, et que justement elle devienne puissante et forte. Et durant cette épreuve, elle va rencontrer un vampire qui est un peu spécial, qui est un peu différent des autres, et la romance va tourner autour de lui. Ce livre est une romantésie. J'ai eu du mal à rentrer dedans, vous avez dû le voir dans le vlog, je pense que les 3/4 ont été un peu une torture. On est dans la tête d'Oraya, donc c'est à la première personne du singulier, et c'est long, c'est très très long. Les premières épreuves sont pas du tout intéressantes, j'ai trouvé personnellement, il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut vraiment laisser le temps à l'histoire de s'installer, j'ai trouvé. Et notamment la première rencontre avec notre vampire, je la trouve assez lunaire. Dès le début, le vampire veut la protéger sans qu'il y ait une explication autour de l'instinct, sans qu'il y ait une explication autour du fait qu'il la connaît déjà, sans que... Voilà. Dès le début, il veut la protéger et ça paraît pas très logique. J'ai trouvé qu'Oraya était badass, mais elle est un peu insupportable. Elle a des réflexions, on est dans sa tête. Voilà, c'est pas... Ça n'a pas été une ambiance au départ que j'ai aimée. Par contre, au bout d'un moment, les épreuves deviennent de plus en plus intéressantes. Quand je dis intéressantes, c'est au niveau de l'histoire même, au niveau du sens. Notamment, j'ai bien aimé qu'en fait, il y a toute une mythologie autour de la déesse, et en fait, les épreuves reprennent les étapes de sa vie, donc une sorte de religion autour de cette déesse qui est expliquée dans ce livre et qui est super intéressant. Et notamment, les épreuves prennent du sens pour la romance, qui est donc le truc central de l'histoire. Pour l'intrigue de la romance, elles prennent du sens, et ça c'est intéressant. Et au bout d'un moment, leurs rapprochements ont plus de sens, plus de logique, leur discours, la manière dont ils se disputent tout le temps, parce que c'est un peu un enemies to lover, a plus de sens, leurs répliques, etc. J'ai eu l'impression que tout d'un coup on rentrait dans une histoire qui valait vraiment le coup, mais ça doit être à partir de là, quoi, et j'ai dû me taper tout ça. Bon, la fin est incroyable et exceptionnelle, et je pense que vous pouvez voir ma réaction dans le vlog que je m'y attendais absolument pas. Et juste pour cette fin-là, je pense que je vais lire la suite, notamment j'attends le tome 2. Visiblement il sort en anglais en avril, donc je sais pas quand on l'aura en français. Mais juste pour ça, ça a sauvé mon expérience de lecture, et je lui ai quand même mis 4 étoiles à la fin. La manière dont Oraya est à la fin, sa situation, elle est à la fois... Bon, je vais mettre un spoil parce que de toute manière ça spoilera un peu, mais je vais essayer de spoiler le moins possible. Elle est à la fois prisonnière, pas libre de faire quoi que ce soit, et à la fois elle est la clé de toutes les réponses. Elle a la possibilité d'être dans tous les camps et d'être celle qui dirige tout le monde. Et ça, c'est incroyable quand même de mettre ça dans cette position, franchement. Par contre, au niveau de la romance, j'ai très très peur de ce que le tome 2 va donner. Donc bref, j'attends un petit peu le tome 2 pour me faire plus d'idées sur cette saga. Mais voilà, ce tome 1 finalement a été réussi, mais le début n'était pas si top que ça. J'ai aussi lu ce mois-ci La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, publiée chez les éditions Stardust. Donc c'est une romantassie young adulte qui va parler de Fille du roi pirate, qui s'appelle, attendez parce que moi les noms, Alosa, c'est ça, qui va faire semblant de se faire kidnapper, mais c'est un but de sa part, par les ennemis pirates de son père, notamment pour récupérer quelque chose sur le bateau de ses ennemis. Au milieu de ça, petite romantassie, avec notamment Raiden. J'ai trouvé cette romantassie vraiment bien équilibrée entre, pas le monde de fantasy parce qu'il n'y a aucun world building dans ce livre et je préfère le dire, mais entre la romance et l'action et l'histoire et l'intrigue de l'histoire derrière. Je trouvais qu'il y avait un bon équilibre. J'ai adoré l'évolution de la romance dans ce livre que j'ai trouvé vraiment bien, et surtout ce que j'ai aimé, c'est Alosa qui est une femme badass, une pirate, telle qu'on se l'imagine. S'il faut tuer quelqu'un, elle est la première à le tuer, elle est celle qui commande parce que c'est une capitaine. Même si là elle est prisonnière pendant la plupart du livre, tu sens quand même qu'elle a un pouvoir d'autorité qui est assez fort. Par contre, il y avait des défauts à cette intrigue et je le vois, et je pense que si vous lisez, vous verrez plein de défauts, notamment pas de world building, pratiquement pas. Un petit peu vis-à-vis d'une histoire autour des pirates, autour de mythologie, etc. que je vous laisse lire, notamment les sirènes, une signification autour des sirènes. Mais par exemple, le père d'Alosa, c'est la seule discussion pratiquement que vont avoir Raiden et Alosa pendant tout le livre qui ne concerne pas leur romance. Donc forcément, autour du world building, on est un peu limité.
Notamment, nos deux protagonistes sont obsédés par leurs parents, enfin surtout leur père. C'est tout un délire. Mais voilà, je sais pas, j'ai passé un bon moment, c'était un page turner pour moi, j'ai vraiment tourné les pages, je sais pas ce que ce livre m'a fait. Encore une fois, j'y vois les défauts. En termes de défauts, on avait aussi le fait que Alosa, du coup, elle est prisonnière sur le bateau, elle essaie de s'échapper tout le temps. Mais il faut pas trop qu'elle s'échappe parce que faut quand même qu'elle trouve ce qu'elle veut trouver dans le bateau, mais il faut pas que ses ennemis savent qu'elle est là pour trouver, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, plusieurs fois elle s'échappe, plusieurs fois Raiden la renvoie dans le cachot, et il prend beaucoup de temps à comprendre qu'elle veut pas vraiment s'enfuir, parce qu'il y a des moments où il la voit, elle est encore sur le bateau, dans des endroits où elle aurait pu s'échapper depuis longtemps en fait. Et donc il y a quand même pas mal de défauts à cette histoire, mais c'est un roman young adulte romantique que vraiment je recommande, qu'on a ce monde de pirates cruels avec notre protagoniste féminine qui se laisse pas faire. Donc pour moi c'est vraiment une réussite, et je vais lire le tome 2 parce que cette fin est aussi pas mal. Enfin moi j'ai bien aimé. J'ai lu ce mois-ci un roman assez déchirant qui est The Way I Used to Be de Amber Smith, publié chez les éditions Gallimard il me semble. Pour moi il est un 5 étoiles, une très bonne histoire hyper importante. Limite un coup de cœur, mais c'est difficile de dire un coup de cœur parce que j'ai pas passé un bon moment et c'est pas le but de ce livre. On suit dans ce livre une jeune fille qui s'appelle Eddie et qui va subir un viol terrible, une agression sexuelle de la part de quelqu'un qu'elle connaît. Elle va enfuir ça au plus profond d'elle-même, elle a 4 ans à cette époque. On va la voir grandir durant tout le lycée jusqu'à son bac il me semble. Donc en fait c'est séparé en plusieurs étapes. Aux États-Unis, du coup le lycée commence pour nous pour la 3e, donc ça fait 4 ans. Donc la 3e, la seconde, la première et la terminale. On va la voir évoluer avec ce lourd secret, enfin secret pour elle qu'elle garde au fond d'elle, où elle peut pas parler de ça, et comment ça va impacter toute sa vie, toutes les étapes de sa vie, tous les domaines de sa vie, et c'est vraiment quelque chose de très déchirant. Oui, c'est très déchirant, mais ce livre m'a pas forcément fait pleurer, à part à la toute fin. Alors, je vais vous spoiler si je dis ça. J'allais dire, donc je vais mettre spoil encore une fois, au moment où la parole se délie, ça m'a fait pleurer au moment où elle est dans le commissariat, et où enfin elle peut parler, et elle s'exprime, et elle parle de ça. Ça m'a vraiment fait pleurer, même si c'est pas la tristesse qui ressort, elle va parler de la colère, elle va parler ce sentiment qui en fait est beaucoup plus forte que la tristesse de l'acte. C'est vraiment la colère qu'elle ressent envers tout le monde. Tu l'as vu évoluer, tu as vu cette colère, et c'est tellement vrai à la fin, la manière dont elle le dit, au-delà du fait qu'elle n'arrive pas à en parler. Enfin, moi, à aucun moment du livre, je me suis dit, là, tiens, si elle en parle, les gens vont la croire. Et par les gens, je parle des gens autour d'elle, ses amis, les professeurs, etc., mais aussi ses parents, son frère, etc. À aucun moment tu te dis, là, les gens vont la croire, et il va se passer un événement externe qui va faire que les gens vont pouvoir que la croire, mais pendant tout le long tu te dis, si elle parle là à cet instant, les gens ne vont pas la croire, même ses parents, etc. Et ça vraiment c'est atroce, et c'est tellement important de montrer qu'il y a des situations où parler est tellement difficile. Et visiblement il y a un tome 2, et je suis contente parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans ce livre et qui je pense est aussi hyper important dans ces thématiques d'agression sexuelle, qui est la partie de la justice. C'est aussi une partie très importante et très injuste de ces situations-là. Donc voilà, ce livre super important, je lirai bien évidemment le tome 2. Il n'est pas si triste que ça. Encore une fois, je pense que ce livre vous met plus en colère que triste. Ce livre, je pense qu'il a été écrit de sorte à ce que des adolescents puissent le lire. Attention cependant, la scène en question est décrite partiellement au début, mais surtout de manière entière à la fin, donc vraiment faites attention, voilà. Et je pense que c'est une lecture parfaite quand le soleil revient pour avoir un peu de réconfort, notamment pour le printemps avec la petite fleur. Le livre suivant dont j'ai envie de vous parler, c'est Tarot de Kide Edouard, publié chez Brajlon, le tome 1, Le Dernier Soleil. Je pense que ce livre, je l'ai pas lu là où il fallait. Déjà, pour moi, c'est beaucoup plus un roman de fantasy qu'une romantasy, et je l'ai lu dans mon vlog romantasy. Je pense qu'il aurait fallu que je prenne plus de temps pour lire cette lecture, et j'avais un peu cette contrainte de lire plus vite, comme si c'était une romance. Et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai été un petit peu déçue de cette lecture. Donc dans ce livre, on va suivre Rune qui est déchu parce que tous ses proches ont été tués. Il fait partie d'une cour. La cour n'existe plus vraiment, donc il est respecté parce qu'il est quelqu'un d'important, mais en même temps, quand même, il est un peu mis au banc de la société, de la haute société. Et il travaille pour quelqu'un d'important aussi, et il va enquêter sur la disparition d'un jeune homme qui s'appelle Adam, et qui est le fils de Dame Justice, donc d'une personne encore une fois haut placée.
Et parallèlement à ça, il va accepter de recevoir un précieux objet magique en échange de quelque chose. Ce quelque chose qu'il ne savait pas, c'est que c'est un jeune homme de 17 ans et il doit le garder en sécurité jusqu'à ses 18 ans. Et c'est un peu comme ça que commence l'histoire, avec d'un côté des histoires personnelles de la part de Rune avec son acolyte, donc qui est Bran, qui est incroyable. J'adore la relation qui n'est pas une relation d'amour entre Bran et Rune, ils sont vraiment hyper fusionnels, un peu comme meilleurs potes, sauf que Bran est vraiment acolyte, donc c'est comme si Rune était un peu son employeur, il était payé par lui, etc. Et il travaille pour lui, pour sa sécurité, et de l'autre côté on a Rune qui lui est un peu le casse-cou, celui qui prend les risques et qui va effectuer les missions qu'on lui donne. Donc ça fait un peu à la Mission Impossible, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai aimé partiellement la relation d'amour, même si pour moi elle n'était pas forcément développée au plus haut point. Je vous dis pas avec qui c'est parce que c'est quelque chose qui arrive plus tardivement dans le livre. J'ai aimé plein de protagonistes secondaires comme Queen, qui est un jeune garçon qui est un peu devin, etc. et que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. J'ai aimé aussi le fait qu'on a un jeune adolescent qui est un peu le gamin que tout le monde veut refiler à tout le monde, mais qui a quand même eu une enfance difficile, donc on essaie de le prendre sous son aile. Bref, j'ai beaucoup aimé l'ambiance entre tous nos protagonistes ensemble. Les défauts, c'est que moi j'ai du mal avec l'action successive et le rythme était soutenu vraiment. Pour le coup, t'as pas le temps de t'ennuyer, hein. Mais on a un rythme soutenu avec beaucoup d'action et moi au bout d'un moment j'aimais pas trop. L'enquête était pas mal, c'est-à-dire qu'elle n'était pas trop complexe, elle m'a tenue en haleine alors que j'aime pas particulièrement les enquêtes, notamment les livres policiers, c'est vraiment pas fait pour moi. Chapeau à cette histoire parce que au niveau de l'enquête c'était plutôt cool, mais encore une fois les actions successives ont fait que je me suis assez lassée, il y avait des moments où c'était assez complexe, même si la fin j'ai beaucoup aimé parce que justement on rentrait plus dans les détails des différentes relations qu'a notre protagoniste principal avec tous les autres personnages. Et un autre point négatif, visiblement c'est les deux MM que j'ai lus ont le même défaut au niveau de la représentation de la femme. On se retrouve dans un monde donc apocalyptique après le nôtre, mais la seule femme qui est vraiment le plus proche de notre protagoniste masculin, c'est la gouvernante qui fait le repas, qui fait la cuisine, qui fait merci pour la représentation de la femme. On aurait pu mettre des personnages féminins badass qui se battent, etc. Et sinon les autres personnages, encore une fois, c'est Dame Justice qui va attendre que son fils revienne sans rien faire pour lui, la sœur du protagoniste qui va pas avoir le plus beau rôle. On pourrait faire mieux dans les MM, on pourrait quand même mettre des femmes qui ont quelque chose à dire. Ça entache pas l'histoire, je dis pas le contraire, c'est juste que moi ça me choque. Ça me choque d'avoir une belle histoire, d'avoir quelque chose de bien construit avec des personnages, encore une fois, qui font plein de choses incroyables, et de l'autre côté t'as ça et tu te dis franchement c'est dommage. Encore une fois, c'est pas, les MM ne sont pas non plus faits pour ça. Donc. Livre suivant, j'ai lu ce mois-ci Bienvenue de Kim Yi-sol, publié chez les éditions Philippe Piquet. J'ai lu dans le cadre de mon vlog féministe parce que c'était un livre qui était censé dénoncer les conditions de vie des jeunes femmes en Corée, et je vais rajouter des jeunes femmes en Corée qui sont dans une situation précaire parce que ça décrit vraiment la précarité. Ça m'a fait penser en termes de livre à L'Assommoir d'Émile Zola, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire une descente en enfer notamment liée à la précarité. Et pour moi ça montrait beaucoup plus ça que la situation des femmes, même si c'est beaucoup lié ici au fait que c'est une femme. On va suivre Young Yeog, désolée pour le nom pas du tout bien prononcé, qui est une jeune femme qui a eu un enfant et dont son mari ne peut pas travailler parce qu'il passe des concours de fonctionnaires, et pour passer les concours il a besoin de tout son temps, toute son attention, et du coup elle va devoir se remettre à travailler juste après avoir eu un enfant, ce qui est visiblement plutôt mal vu en Corée. Elle va trouver un boulot dans un petit restaurant, sauf que petit à petit elle va devoir travailler comme une acharnée, donc elle va avoir moins de temps pour voir son enfant. Elle va notamment rentrer dans la prostitution, donc il y a des histoires autour de ça. C'est un roman qui est compliqué à lire parce que on voit toutes les atrocités de comment on peut traiter une femme tout simplement, et franchement maintenant ce livre fait son job dans le sens où vraiment t'es dégoûté, t'es horrifié, t'es en colère encore une fois, et je pense que c'est les sentiments qui permettent au livre de dénoncer. La protagoniste féminine ne s'apitoie jamais sur son sort, on n'a pas les sentiments, on a l'impression qu'elle est pas dénuée de sentiments, mais que dans sa tête on n'a pas ses sentiments et on prend vraiment du recul vis-à-vis de ça.
Et ça a fait que ce livre était du coup plus facile à lire. De temps en temps, elle a des débordements d'émotions, mais on le voit pas en fait vraiment dans sa tête. On le voit parce qu'elle va faire des actions qui vont faire par exemple qu'elle va tout casser si elle est en colère. Voilà, on a cette distance là qui fait que c'est un peu moins crédible et en même temps plus facile à lire parce que vraiment cette lecture n'est pas facile et je vous conseille d'être préparé si vous voulez vous plonger dedans. Un autre point un peu négatif, enfin beaucoup plus négatif, ce qui était bien dans ce livre, c'est que toutes les injonctions faites aux femmes étaient dénoncées. Toutes les injustices étaient dénoncées parce que même si notre protagoniste ne va pas remettre ça en question, nous, vis-à-vis de la situation, on va remettre ça en question. Notamment, il y a toute une scène avec le fait de s'épiler qui est très mal vu, visiblement en Corée pour une femme. Mais en même temps, on va pas lui laisser le choix de le faire parce que quelqu'un d'autre aimerait qu'elle soit épilée. Et après, une fois qu'elle l'est épilée, on va dénoncer le fait qu'elle est épilée et à aucun moment elle va remettre ça en question parce que tu le sens en fait, c'est pas de son choix en fait. Elle a pas le choix sur son propre corps et ça c'est hyper bien écrit dans ce livre et c'est hyper dramatique. À côté de ça, donc toutes les injonctions à la beauté sont dénoncées. Elle se maquille jamais mais au fur et à mesure elle va être obligée de se maquiller. Enfin des trucs comme ça qui sont vraiment bien dénoncés. Et à côté de ça, il y a quelque chose qui, je trouve, qui n'était pas dénoncé, c'est toute la grossophobie. C'est-à-dire qu'on va avoir un personnage féminin derrière qui est plus ronde que les autres, qui est plus grosse. Elle reçoit ces remarques grossophobes. Ça m'a tout de suite marquée parce que c'est vraiment des phrases qui devraient pas être en littérature si elles sont pas faites pour dénoncer, je trouve. Donc voilà, il y avait des remarques très grossophobes, mais encore une fois, je pense que c'est lié à la culture coréenne. Ce livre a été écrit par une coréenne. Je dis pas que ça excuse, hein. Je dis juste que c'est lié vis-à-vis d'un contexte qui fait que je comprends pourquoi ces phrases sont dans ce livre. Un bilan un petit peu mitigé dans le sens où c'est une lecture très très difficile et où tu passes clairement par un bon moment et en même temps ça montre certaines réalités et c'est le genre de livres qui sont plutôt importants. Et encore une fois, ça m'a vraiment fait penser à l'Assommoir d'Émile Zola, donc même si bien sûr l'Assommoir est beaucoup plus décrit, c'est Émile Zola, etc. et que l'écriture est pas du tout la même, il y a quand même un rapprochement, je trouve, qu'on peut faire. J'ai lu aussi pour ce mois-ci Un miroir de Olivia Atwater, publié chez les éditions Albin Michel, qui se mettent aussi à la romantasy. On va être ici dans une histoire de fae, mais je trouve que dire fae c'est vraiment pour faire vendre parce que y a effectivement des fae, mais c'est vraiment pas l'histoire principale. Donc dans ce livre, on sait Théodora qui s'est fait enlever la moitié de son âme par un fae. Voilà le seul détail qui est lié au fae pour ce livre. Elle va être amenée à la cour à Londres avec Vanessa, donc sa cousine, parce que Vanessa est en âge d'avoir des prétendants et en âge de se marier et qu'elle insiste pour que sa cousine vienne. Elles sont très proches toutes les deux, mais Théodora sait qu'elle va avoir beaucoup de mal à trouver un mari parce que, en fait, vu que la moitié de son âme a été arrachée, elle a moins de sentiments et tout le monde la trouve très bizarre. Sauf qu'en fait, elle va rencontrer le Lord Sorcier qui travaille pour le roi, qui est du coup magicien et qui est juste insupportable, qui a pas de bonne manière, qui est hyper impoli, ça vous rappelle pas quelque chose, et qui par contre est très puissant. Donc voilà, en fait c'est une histoire beaucoup plus, ça m'a fait penser aux Chroniques de Bridgerton, dans la manière des intrigues de cour, qui va se marier à qui, etc. Et vraiment c'était vraiment bien fait de ce point de vue là. Ça m'a fait penser aussi à Orgueil et Préjugés, du coup avec ce lord qui est très impoli et notre Théodora qui se laisse pas faire et qui en même temps, elle, essaye quand même de respecter les codes. Franchement, beaucoup de Orgueil et Préjugés. Et également, on a toute la condition de la femme, tout ça qu'on retrouve beaucoup dans les romans de Jane Austen. Et ça m'a fait aussi penser... Du coup, j'avais dit dans mon blog plus au Prince Cruel, mais pas vraiment parce que c'est vraiment deux choses différentes. Prince Cruel, c'est vraiment des failles. Là, on est beaucoup plus dans notre monde, beaucoup plus avec des humains finalement. Il y a une histoire autour des failles, mais encore une fois, c'est pas principal. Mais ça m'a fait penser aussi un petit peu à Anatomy Love Stories, notamment parce qu'on va avoir une histoire d'épidémie et que nos deux protagonistes vont enquêter pour savoir comment résoudre cette épidémie. Et donc, ça m'a fait rappeler Anatomy Love Story. Franchement, c'était vraiment bien, mais c'est le genre de livre, après que je l'ai lu, est-ce que je m'en souviendrai? Je suis pas sûre. C'est vraiment cool, mais c'est pas le genre de livre que je veux relire. J'ai passé un vraiment bon moment, même la romance, je l'ai trouvé plutôt sympathique avec le Lord Sorcier, rien d'incroyable, d'exceptionnel, c'est vraiment young adulte, donc on effleure la surface de la romance, mais vraiment, c'est vraiment bien. J'ai pas grand chose à dire, je lui ai mis, je crois, 4,5 étoiles. Très bon livre, mais je pense que je m'en souviendrai pas trop, donc j'ai pas grand chose à vous dire, je passe au livre suivant. On va terminer avec Femme à la fenêtre de Joyce Carol Oates, publié chez les éditions Le Point. Alors, c'est un regroupement de 6 nouvelles qui vont parler d'abus physiques, psychologiques, émotionnels que j'ai lu pendant mon vlog féministe qui n'était pas forcément lié directement au féministe. Beaucoup de nouvelles, oui.
On va dire les 4 premières il me semble et les 2 dernières n'ont rien à voir. C'est beaucoup plus lié à l'état émotionnel des gens. On va être beaucoup dans la tête d'un personnage ou de deux qui vont imaginer des choses atroces. Enfin il va se passer aussi des choses atroces. Mais c'est plus à quel point psychologiquement vont être complètement impactées par ça et vont elles-mêmes au niveau psychologique générer des comportements abusifs finalement envers eux-mêmes mais envers les autres aussi. Et la nouvelle qui m'a le plus marquée et dont je vais vous parler spécifiquement, c'est la nouvelle, c'est le sujet expérimental. Atroce cette nouvelle, vraiment. Et pourtant c'est le genre d'atrocité où tu tournes les pages en te disant mais qu'est-ce qui va arriver, mais non c'est de pire en pire, etc. Et la curiosité morbide, j'ai envie de dire, au plus extrême, et c'était vraiment atroce. On va suivre un protagoniste masculin qui va suivre une jeune femme sur le campus parce que son professeur veut faire une expérimentation, sans que bien sûr la jeune fille soit au courant. C'est une expérimentation qui dépasse les limites de l'éthique et du coup ça remet plein de choses en question sur l'éthique, mais aussi sur le corps de la femme. Ce livre m'a juste dégoûtée, vraiment dégoûtée de tout, et je pense que c'est le sentiment que tu ressors quand tu lis ce livre. Autant les 2 dernières nouvelles je les ai pas trop compris, je les ai un peu vite lues et elles m'ont pas trop intéressée. Autant les premières étaient bien faites parce qu'elles dénonçaient des choses et en même temps atroces. Voilà, atroce, j'ai pas d'autres mots. Si vous vous plongez dedans, sachez, ayez le cœur bien accroché parce qu'au niveau éthique, au niveau voilà, je pense que les choses vont vous dégoûter. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé, ça va être génial à monter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce petit update lecture avec pas mal de lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres, si certains vous donnent envie, etc. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. Ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Salut!